les dirigeables semblent être une mauvaise idée. Première preuve. C'est le plus grand des miracles que quelqu'un ait survécu à la catastrophe. Le Hindenburg était rempli de plus de 200 millions de litres d'hydrogène, mais il avait aussi un revêtement d'oxyde de fer et de poudre d'aluminium sur sa coque extérieure, deux des ingrédients qui composent la thermite, un mélange dont la réaction est si exothermique qu'on l'utilise pour souder des rails entre eux. Mais même si les dirigeables n'étaient pas de gigantesques sacs de gaz inflammables, recouverts de revêtements douteux, ils sembleraient quand même être une mauvaise idée parce qu'ils sont grands et lents. Mais en ce moment, une poignée d'entreprises à travers le monde se font concurrence pour construire une nouvelle génération de dirigeables. Alors, pourquoi le font-elles ? Je suis tombé sur l'argument suivant dans un blog d'Eldorado et je l'ai trouvé convaincant, alors j'ai voulu l'explorer. Réfléchissez à la façon dont les différentes marchandises sont transportées à travers les États-Unis. Une grande quantité d'argent est dépensée pour déplacer des choses par avion, mais cela ne se traduit pas par un énorme volume de marchandises, car le transport aérien est vraiment coûteux. C'est le moyen le plus rapide de transporter quelque chose d'un endroit à un autre, mais vous payez un supplément pour cette rapidité. Si vous voulez économiser de l'argent, vous pouvez transporter vos marchandises sur des navires en utilisant les voies navigables à l'intérieur du pays et le long de ses côtes. Mais ce sera beaucoup plus lent. Cependant, comme c'est nettement moins cher, beaucoup plus de marchandises sont transportées de cette façon et on y consacre globalement plus d'argent. Le rail offre une option encore meilleure. C'est plus rapide que les navires et moins cher que les avions, donc plus de marchandises sont envoyées par train que par avion et par voie d'eau réunie. Mais de loin, la façon dont la plupart des marchandises sont transportées aux États-Unis, c'est par camion. Fait intéressant, les camions sont moins rapides que les avions et mettent plusieurs jours à traverser le pays. Ils ne sont pas aussi économiques que les navires. Mais la combinaison de la vitesse et du prix les place dans cette zone idéale, suffisamment bon marché et suffisamment rapide, ce qui explique pourquoi ils transportent la grande majorité des marchandises. Ils sont comme le porridge du petit ours parmi les options de transport, juste ce qu'il faut. Pensez à la manière dont les marchandises voyagent à l'international. Les seules options sont les avions et les navires. Beaucoup d'argent est dépensé pour transporter des marchandises par avion, mais le volume reste faible car c'est très cher. Et la plupart des marchandises, tant en valeur qu'en poids, sont expédiées par fret maritime. Et si une troisième option, plus rapide que les navires et moins chère que les avions, existait, la plupart des clients préféreraient probablement ce nouveau mode de transport comparable au transport par camion. Les dirigeables pourraient être une option. Ils pourraient être les camions du ciel. Ils transporteraient du fret à travers les océans en une semaine environ, contre un mois pour les cargos. Et théoriquement, ils seraient plusieurs fois moins chers que d'envoyer des marchandises par avion, et ils réaliseraient tout cela en émettant beaucoup moins d'émissions que les avions. Les avions doivent brûler beaucoup de kérosène pour rester en l'air grâce à leurs ailes, alors que les dirigeables obtiennent leur portance presque gratuitement. La flottabilité d'un gaz plus léger que l'air les maintient en l'air, donc ils n'ont pas besoin d'avancer pour rester en altitude. En conséquence, les fabricants modernes de dirigeables estiment que les dirigeables peuvent réduire les émissions de carbone de 90% ou plus. Mais pour que les dirigeables deviennent les camions du ciel, ils devraient tôt transporter de lourdes charges, et historiquement, ce n'a pas vraiment été le point fort des dirigeables. Mais c'est là que la physique entre en jeu. La portance d'un dirigeable dépend du volume de gaz plus léger que l'air qu'il contient, donc la portance est proportionnelle au rayon au cube. Alors que la traînée dépend d'une combinaison de la section transversale et de la surface mouillée, c'est-à-dire essentiellement la surface de l'appareil, donc elle est proportionnelle au rayon au carré. Cela signifie que plus un dirigeable est grand, plus il devient efficace. La portance augmente proportionnellement au rayon au cube, tandis que la traînée n'augmente que proportionnellement au rayon au carré. Donc il y a un avantage du cube sur le carré pour les plus grands dirigeables. Envie d'améliorer les performances de votre dirigeable? Doublez simplement sa taille. La surface augmente d'un facteur de 4,
le volume d'un facteur de 8, donc votre rapport portance-traînée double. Si ce n'est pas suffisant, doublez-le encore une fois. Pour faire des dirigeables les camions du ciel, il faudrait construire les plus grands dirigeables que le monde ait jamais vus. Il existe 3 types différents de dirigeables. Le premier est un ballon dirigeable, qui est essentiellement un ballon avec une nacelle et des moteurs attachés. Comme un ballon, il est surpressurisé pour maintenir sa forme. L'enveloppe d'un ballon dirigeable reste donc toujours tendue. À mesure que le ballon dirigeable devient plus grand, cette tension augmente. Il devient aussi plus difficile pour les grands dirigeables de garder leur forme. On ne peut donc pas agrandir indéfiniment les ballons dirigeables. La deuxième option est le semi-rigide. Comme un ballon dirigeable, l'enveloppe reste tendue, mais ici, un support structurel supplémentaire maintient la forme. La dernière variété est un dirigeable à structure rigide. Ils ont une structure interne qui maintient leur forme. À l'intérieur de la coque, il y a une série de cellules à gaz, remplies d'un gaz, porteur comme l'hydrogène ou l'hélium. Ici, les cellules à gaz ne sont pas surpressurisées, donc les agrandir ne pose aucun problème. Les dirigeables rigides n'ont pas les mêmes limites d'échelle. Vous voulez un dirigeable plus grand? Il suffit d'agrandir la structure et d'ajouter quelques cellules de gaz supplémentaires. En fait, le poids de la structure diminue, même en proportion du poids total, donc les dirigeables rigides bénéficient d'un effet d'échelle encore plus favorable que la loi du carré cube. C'est donc cette dernière option qui convient le mieux au marché du fret. Et c'est ce qu'Eli propose, construire un dirigeable rigide de 388 mètres de long pour conquérir le marché du fret. Il serait capable de transporter 500 tonnes de marchandises à une vitesse de 90 km/h. Cela suffit pour transporter 2 statues de la Liberté à la vitesse à laquelle on roule sur l'autoroute. S'il était construit, ce serait de loin le plus grand aéronef, tant par sa taille que par la charge qu'il pourrait transporter. Pas mal pour un dirigeable. Cependant, pour conquérir une part importante du marché du fret, il faudrait une flotte de milliers de dirigeables, transportant en continu des marchandises dans le monde, un seul appareil ne suffisant pas. Et s'ils prennent la moitié du marché du transport maritime de conteneurs à un prix comparable à celui des camions, disons 10 centimes par tonne-kilomètre, cela représenterait 650 milliards de dollars de revenus par an. Si une seule entreprise assurait tout cela, elle deviendrait la plus grande au monde en chiffre d'affaires. Plus grande qu'Apple, Amazon ou Walmart. Alors on pourrait se demander qui construit ces dirigeables géants? Eh bien pour le moment, personne. Le transport de marchandises, sans doute le principal marché pour les dirigeables, connaît aussi une forte concurrence et de faibles marges. Et ce n'est pas idéal quand il faut dépenser beaucoup d'argent pour d'abord construire, développer et certifier son dirigeable. Ce qu'il vous faut, c'est un marché avec moins de concurrence et de meilleures marges. Voici l'Airlander 10 construit par l'entreprise britannique Hybrid Air Vehicles. Pouvez-vous me parler de l'utilisation envisagée de l'Airlander? Ils partiront pour des vacances extraordinaires et immersives. Donc aller au pôle Nord, partir en safari, survoler l'Amazonie. Sachant qu'ils n'ont presque aucun impact environnemental, pouvoir voyager avec un certain luxe et voir des choses qu'on ne peut pas découvrir autrement. Les premiers voyages sont prévus au plus tard pour 2026. Vous voulez participer à ce voyage? Eh bien, il vaudrait mieux commencer à économiser, car obtenir une cabine pour 2 vous coûtera environ 200 000 $. Et tandis que quelques entreprises se concentrent sur le marché du voyage de luxe, d'autres prévoient de tirer parti d'un autre avantage unique des dirigeables. Réfléchissez à ce qu'il faut pour déplacer des objets. Les camions nécessitent des routes, les navires de l'eau et des ports, les trains des voies ferrées et gares, et les avions de longues pistes et des aéroports. Les dirigeables, en revanche, nécessitent très peu d'infrastructures. La chose la plus importante dont ils ont besoin est une surface relativement plate pour atterrir, comme de l'herbe, du sable, de la glace ou même de l'eau. Et c'est cette capacité unique qui leur permet de livrer des marchandises, là où aucun camion, bateau, train ou avion ne peut aller. Les dirigeables peuvent relier des parties du monde qui ont toujours été isolées, comme des villages éloignés au Canada ou en Alaska, et ils peuvent le faire avec peu ou pas d'infrastructures. Que faire si routes, voies ferrées et ports sont détruits par une catastrophe naturelle? Une aide urgente est nécessaire pour localiser et soutenir les survivants, mais l'accès et la communication sur place semblent impossibles.
Dans ce cas, les dirigeables pourraient vite acheminer des secouristes, des fournitures ou fournir une couverture mobile depuis le ciel. Les missions de secours lors de catastrophes sont la priorité de LTA Research, soutenue par Sergey Brin, cofondateur de Google. Et ils font de grands progrès. Leur prototype actuel, le Pathfinder 1, a déjà effectué plusieurs tests de vol en intérieur et il est prévu qu'il vole à l'extérieur dans les prochains mois. Il prévoit de tirer les leçons de ces tests pour construire une série de dirigeables capables d'apporter de l'aide aux zones sinistrées. D'autres fois, les routes peuvent être disponibles, mais ce que vous transportez n'est tout simplement pas adapté au transport routier, comme des pales de turbines longues, encombrantes et fragiles. Leur transport de l'usine à destination exige une planification rigoureuse et des manœuvres précises. Et ce processus est souvent ce qui limite la taille des éoliennes. Les dirigeables n'ont pas ce problème. Ils peuvent simplement fixer des pales d'éoliennes de n'importe quelle taille en dessous et les transporter jusqu'à destination. C'est donc plus rapide, plus facile et permet de construire des éoliennes plus puissantes. Les dirigeables peuvent aussi transporter facilement d'autres structures difficiles à déplacer. Mais parfois, au lieu de livrer des marchandises, il faut les récupérer. La France regorge de ressources naturelles, comme le bois. Cependant, de nombreuses forêts ne sont pas accessibles en camion. Ils ne peuvent donc pas extraire le bois abattu. La société française Flying Whales, soutenue par le gouvernement français, espère changer cela. Il développe ce cargo de 200 mètres de long, capable de transporter une charge utile de 60 tonnes, conçu pour planer au-dessus de forêts isolées et récupérer des grumes, ensuite transporter et transformer en bois de construction. Mais le chargement et le déchargement depuis le ciel posent des problèmes importants. Pour commencer, il faut s'assurer que, pendant ce processus, votre dirigeable reste immobile, ce qui est plus difficile qu'il n'y paraît. Donc, un très grand dirigeable subit ce qu'on appelle l'effet de voile. Même un courant d'air relativement léger, lorsqu'il est multiplié par une surface vraiment grande, va avoir un effet énorme. Cela rend les dirigeables difficiles à contrôler, surtout près du sol et à basse vitesse. Donc, ils sont un peu difficiles à manier. Pour surmonter cela, le dirigeable est équipé d'hélices tout autour de la coque qui peuvent le stabiliser. Mais malgré tout, cela limite l'utilisation de la plupart des dirigeables aux endroits où la météo est stable. La principale difficulté provient de la raison fondamentale du fonctionnement des dirigeables. En fait, ce problème est particulièrement grave pour les grands dirigeables de transport. Lorsqu'un dirigeable transporte une lourde charge, le poids combiné de la charge et du dirigeable est compensé par la portance. Le problème se pose lorsque vous déchargez cette lourde cargaison, car maintenant le dirigeable est soudainement beaucoup plus léger, et il veut donc s'envoler vers le ciel. Vous avez donc besoin d'un moyen pour empêcher cela de se produire. À moins que nous puissions résoudre ce problème, nous sommes en quelque sorte bloqués en ce qui concerne l'utilisation des dirigeables pour le transport de marchandises. Quelques méthodes ont été proposées pour résoudre ce problème. La méthode la plus simple consiste à diminuer la portance en évacuant le gaz porteur. Le seul problème, c'est que la plupart des dirigeables modernes utilisent de l'hélium, et pour compenser, disons, 60 tonnes de poids, il faudrait libérer environ 54 000 mètres cubes d'hélium, ce qui coûte plusieurs centaines de milliers de dollars, sans compter que l'hélium est rare, donc le laisser s'échapper n'est pas une option. Utiliser des hélices pour diriger le dirigeable vers le bas consomme tellement de carburant que cela annule presque l'intérêt des dirigeables. Le vrai rêve a toujours été de comprimer et de décomprimer le gaz porteur. Parce que lorsqu'on prend un gaz porteur sous forme gazeuse, il soulève. Lorsqu'il est comprimé, il sert de lest. Il devient lourd. Mais il y a de vrais problèmes avec ça. Donc, on parle d'un très grand dirigeable avec un très grand volume de gaz porteur. Et maintenant, il vous faut un compresseur capable de comprimer une quantité énorme de gaz très rapidement. Et ça, c'est simplement un problème technologique. Nous ne les avons pas vraiment développés. D'ici là, la solution à court terme est de remplacer le poids que vous relâchez. Donc, si vous larguez 60 tonnes de fourniture, vous devez prendre 60 tonnes de lest. Pour récupérer 60 tonnes de bois, vous transporteriez 60 tonnes d'eau, par exemple à bord, et la relâcheriez à l'endroit voulu. Il existe une autre façon innovante de résoudre ce problème, et c'est le secret du fonctionnement de l'Airlander 10. Il repose sur une combinaison de portance, due à l'hélium, et de portance aérodynamique créée par sa coque.
Nous pouvons soulever tout le poids de l'appareil grâce à l'hélium à l'intérieur, si bien qu'en vol, il ne pèse pratiquement rien. La portance aérodynamique sert seulement à soulever la charge utile. Donc, si nous avons, disons, une centaine de personnes à bord, nous décollons comme un avion classique, mais à très basse vitesse, et nous générons la portance aérodynamique pour soulever ces personnes. L'avantage, c'est qu'à l'atterrissage, quand ces personnes descendent, nous ne nous envolons pas, car nous avons utilisé la portance aérodynamique qu'on peut activer et désactiver. Les dirigeables hybrides conviennent aux charges légères, mais ne sont pas adaptés au transport de lourdes charges sur de longues distances, car l'avantage de la portance gratuite disparaît avec le poids. Pour les grands dirigeables de fret, la meilleure solution actuelle au problème d'échange de charges est de compenser le poids relâché. Mais il existe des obstacles plus complexes à surmonter pour faire des dirigeables, les camions du ciel. Voyez-vous, personne n'a jamais construit un dirigeable de 388 mètres de long auparavant. Alors comment faites-vous ? En général, les dirigeables sont construits dans de grands hangars pour les protéger des intempéries, mais le plus grand hangar à dirigeables jamais construit ne faisait que 360 mètres de long, donc il n'aurait même pas pu y entrer. Il faudrait construire des milliers de dirigeables, donc soit trouver un moyen magique d'en fabriquer des dizaines à l'extérieur, soit construire de nombreux hangars géants parmi les plus grands du monde. Si cela n'était pas déjà assez difficile, il y a aussi un autre problème à résoudre, car chacun de ces dirigeables doit être rempli de plus d'1 million de mètres cubes de gaz porteur, ce qui pose la question éternelle. Faut-il utiliser de l'hydrogène ou de l'hélium ? L'hélium coûte cher et soulève moins, pas vrai? L'hydrogène, lui, est très bon marché, mais il peut vous tuer. Après l'incendie du Hindenburg en moins de 40 secondes, le choix semblait évident. L'administration fédérale de l'aviation a confirmé que seul l'hélium inerte doit être utilisé pour les dirigeables. L'hydrogène comme gaz de levage est interdit depuis longtemps. Ce que beaucoup ignorent, c'est que sur 97 personnes à bord, plus de 60 ont miraculeusement survécu. Quelques années plus tôt, un autre dirigeable, l'USS Akron, s'est écrasé au large des côtes du New Jersey, tuant 73 des 76 personnes à bord. Et ce dirigeable était rempli d'hélium. Donc peut-être que le problème n'était pas que les dirigeables à hydrogène étaient intrinsèquement dangereux. Peut-être que nous ne savions tout simplement pas comment construire des dirigeables sûrs. Nous ignorions comment construire des avions sûrs, et pourtant ils sont aujourd'hui parmi les moyens de transport les plus fiables. Et pour tout projet qui consiste à construire et remplir des milliers de dirigeables de grande taille, l'hydrogène est la seule option réaliste, car l'hélium est trop rare et trop cher. L'hydrogène, en revanche, est facile à produire, peu coûteux, et il offre environ 8% de portance en plus. Et puis, il y a la question de la certification. En général, certifier un nouvel aéronef est un processus long et coûteux. Si vous parlez de certifier un dirigeable, non seulement vous parlez d'un tout nouvel aéronef, mais vous parlez aussi d'un tout nouveau type d'aéronef. Personne n'a jamais certifié un grand dirigeable rigide, eh bien, en quelque sorte, jamais. Ajoutez à cela la construction du plus grand aéronef que le monde ait jamais vu et le fait de le remplir d'énormes quantités de gaz hautement inflammables, et vous avez là un autre défi de taille. Mais tous ces problèmes pourraient même ne pas avoir d'importance, car il n'est peut-être pas possible de construire un cargo de 500 tonnes de cette taille. Je veux dire, la chose la plus importante dans la structure d'un dirigeable, c'est qu'elle doit être légère, elle doit être robuste, elle doit être solide, elle doit avoir une très bonne intégrité structurelle. Elle doit rester assez légère pour décoller, sinon c'est inutile. Et à partir d'une certaine taille, le poids que vous devez ajouter pour obtenir l'intégrité structurelle nécessaire à une exploitation en toute sécurité, on atteint parfois un point où ces courbes se croisent défavorablement. Il y a par conséquent une limitation de taille structurelle en raison des problèmes de poids. Quelle pourrait être cette taille maximale ? Nous ne sommes pas sûrs. Ce que nous savons, c'est qu'en ce moment, plusieurs entreprises dans le monde développent et construisent la prochaine génération de dirigeables. Pour l'instant, aucune d'entre elles ne cherche à créer les camions du ciel. Elles ciblent plutôt des secteurs où les dirigeables ont un avantage, avec moins de concurrence et de bonnes marges. Qui sait, peut-être qu'à mesure que les dirigeables évolueront, une entreprise fera le saut et cherchera à développer ces camions du ciel. Ce ne sera certainement pas facile, mais la récompense pourrait être énorme. J'aimerais savoir, penses-tu qu'on verra un avenir où, tu sais,
Ces dirigeables sillonneront notre ciel un peu partout? Et ça peut sembler fou, mais c'est vraiment ce qu'on pense. Il ne faudra pas très très longtemps avant qu'on voit des choses dans le ciel, ce qui donnera à beaucoup de gens, moi y compris, de grands sourires et une belle nostalgie des grands dirigeables du passé. C'est très difficile d'introduire quelque chose de nouveau dans le monde quand le monde n'est pas prêt. Je veux dire, il y a beaucoup d'autres choses qui sont devenues normales après un certain temps. Il n'y a aucune raison pour que ça ne le devienne pas aussi. J'espère qu'on m'invitera au moins à jeter un coup d'œil quand ce jour viendra, ou sinon à faire un tour dedans.